Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Cette semaine, de quoi on va parler? Eh bien des jeux que j'ai reçus, donc les nouveautés, et on va parler aussi de Stranger Things, le monde à l'envers, qui est d'ailleurs à l'envers. On va en parler pour voir rapidement les règles. Allez, on se retrouve après le générique. Alors, dans les jeux qui sont reçus, vous voyez ici deux livres-jeux. Ce sont des jeux de The Architecture Art. C'est Guillaume Tavernier qui nous propose ça. Guillaume Tavernier qui est avant tout un illustrateur qui fait toujours de superbes illustrations pour ses jeux. Et qu'est-ce qu'il nous avait déjà proposé avec The Architecture Art? Eh bien, il y avait Adventure in Osterion qui est une initiation au jeu de rôle, on peut le dire, avec 3 modes de jeu. C'était quand même une belle boîte bien lourde avec beaucoup de choses à l'intérieur. Donc toujours un matériel superbe et surtout de superbes illustrations. Bravo Guillaume, c'est vraiment très beau, c'est très poétique. C'est une ambiance, hein, tous les jeux à chaque fois. Un jeu d'initiation pour le jeu de rôle qui nous permettait d'avoir 3 modes. Jouer en coop, jouer en mode jeu de rôle classique avec un paravent pour le maître de jeu, mais également en jeu solo. J'ai pas encore tenté l'expérience en jeu solo, à voir ce que ça donne. Également, il nous avait sorti justement dans les livres-jeux, il y avait les brumes. C'était une autre expérience qui était présentée. Donc vous voyez avec deux livrets, une pochette avec justement le livret de jeu avec tout le jeu dans lequel on va se balader pour faire notre aventure. Et dans le reste, eh bien, ce sont toutes les fiches. Je vais peut-être vous montrer ça en vue du dessus. Parce que ici, hop, le livre-jeu. Et de l'autre côté, eh bien voilà toutes les fiches du jeu. Tout simplement. Alors avec des fiches pour imager justement la partie dans laquelle on va se balader, des superbes illustrations comme je vous disais, des formats un peu plus carte postale. Voilà, j'ai hop que je vous montre tout ça avec des personnages justement, des tuiles encore, des quêtes à faire, des énigmes. Donc toujours du super matos hyper poétique dans un monde qui est superbe, vraiment une belle expérience. Et là, ce coup-ci, eh bien, on a reçu justement les veilleurs et les âmes seules. Alors, les veilleurs et les âmes seules, que je vous montre ça. Un format qui est différent. Alors, ça peut toujours être un regret d'avoir un format différent par rapport au jeu précédent. Mais c'est vrai que c'est tellement plus classe. Vous allez voir ça parce qu'on se retrouvait ici effectivement avec des fiches et le donjon avec un livret classique. Et là, qu'est-ce que l'on a? Je vais ouvrir simplement les âmes seules que vous voyez. L'autre, c'est sous le même format. Tout simplement, ici, on tire. Qu'est-ce que l'on a? On a justement une fiche des âmes seules avec une petite carte. Hop, vous voyez, des petites fiches, voilà, un plateau de jeu. Voilà, un livret d'entretien pour l'histoire, avec toute la quête lorsque l'on s'entretient avec des personnes. Et justement, le jeu en format de quête. Et ici, hop, on se retrouve justement avec les cartes. Voilà, les cartes, les petits pions. Je trouve un format classe et super, super joli. Vraiment, c'est du beau matos. Bravo, bravo Guillaume, vraiment. C'est de toute beauté quand même ce que tu nous proposes là. Donc je vais ranger ça tranquillement. On va regarder rapidement pour l'autre. Qu'est-ce que l'on a? Parce que c'est un petit peu différent. Justement, on a des fiches comme je vous ai montré justement pour les brumes. Donc j'ai différencié ça là pour que vous voyez les 3 produits différents. Là justement, c'est les veilleurs qui revient beaucoup plus sur le même format justement que les brumes avec, vous voyez, pléthore de fiches vraiment pour le jeu de rôle, des fiches. Alors je vous montre pas trop à l'écran parce qu'en fait dans les fiches il y a souvent des petits chiffres si on les voit, eh bien ça nous renvoie vers justement vers des chapitres ou vers des aides pour avancer l'aventure. Donc je vous en montre pas plus pour vous spoiler. J'attendais ça avec impatience, c'est arrivé, bravo Guillaume. Donc vous voyez là, ici, encore une fois, voilà, c'est les cartes du jeu avec les lieux et autres. Donc je vais pas vous spoiler, je vais pas vous montrer ça. Moi je pense que je ferai ça pendant les vacances. Hop, je vais ranger ça rapidement pour passer à la suite. Quand même un super matos. Et ça, c'est pas un truc que je peux forcément vous présenter parce que sinon je vous dis, je vais vous parler de l'histoire et vous allez être spoilé. Donc ce serait dommage. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Alors sur le côté ici, comme vous pouvez le voir, il y a Maple Valley. Et oui, vous savez, moi, les jeux KTBG, j'adore. Déjà, c'est
Quand on prend un Kickstarter de chez KTBG, il y a toujours un matos de folie avec des game trails. C'est vraiment hyper agréable et super utile parce que c'est quand même des jeux où perdre son temps pour aller récupérer les ressources, c'est un petit peu la galère. Là, au moins, ça permet à chaque fois d'avoir une mise en place beaucoup plus rapide. Donc c'est toujours intéressant justement les versions Kickstarter, on hésite, mais ça a vraiment un avantage avec pas mal justement de bonus à l'intérieur. Oui, je me permets de prendre un petit peu de temps pour ranger, bon bah tant pis, hein. Excusez-moi, voilà, on va mettre ça de côté, je vais le mettre par terre, je reviens tout de suite, hop là, je fais de la spéléologie. Et nous revoici donc, comme je vous disais, avec Maple Valley. Donc Maple Valley, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la suite de Créature Confort. Alors, Créature Confort, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Peut-être que je vous mettrai le lien par ici. Tatam. Créature Confort, qu'est-ce que c'est? C'est de la pose d'ouvrier et de la pose de dés. Nous sommes des animaux, nous sortons de l'hiver. Et il faut justement pendant les 3 prochaines saisons, printemps, été, automne, récupérer des ressources, lancer des dés, faire de la pose d'ouvrier, réussir à récupérer des ressources pour créer du confort pour nos terriers, pour nos tanières. Alors c'est jouable de 1 à 5 joueurs, c'est un jeu relativement long. C'est vrai que c'est toujours le problème avec KTBG, Kit Table Board Game. Ils disent toujours que c'est à partir de 8 ans. Mais franchement, un enfant de 8 ans qui joue à ça, faut quand même qu'il ait un assez bon niveau et qu'il soit patient parce que c'est des jeux qui durent quand même relativement longtemps. Donc il y a toujours des petits twists pour raccourcir les parties. De même ici, bon bah il y a des dés communs sur pas mal de forums. Il y a des gens qui ont proposé d'avoir les dés communs décuplés pour tout le monde. Je trouve que ça enlève une petite partie dans le jeu parce que du coup, si on joue tous en même temps, eh bien, il y a un aspect de cartes à récupérer à certains endroits. Eh ben, on peut se les squeezer. Donc bon, il faut bien établir des règles. Mais c'est vraiment un jeu magnifique déjà de par le matériel et que j'apprécie. Je joue avec mon enfant, mais mon enfant il joue pas tout seul, il joue toujours avec un des deux parents parce qu'il a que 6 ans et c'est peut-être un petit peu lourd. À côté de ça, eh bien justement, la suite est arrivée. Alors qu'est-ce qui se passe dans Maple Valley? Eh bien tout simplement, là, vu qu'on vient de sortir de l'hiver, parce qu'on a passé un bon hiver avec notre tanière qui était chaudement aménagée avec des rocking chairs, on avait fait de la compote, des confitures, on avait fait des jeux de société, tout s'était bien passé, on avait gagné plein de points à la fin de la partie. Et bien là, tout simplement, on sort de l'hiver. Et les jeunes, pendant que les parents préparent le reste, commencent à préparer les saisons, les jeunes, ils vont préparer un festival, le festival qui arrive. Donc là, autre philosophie, toujours un matériel superbe, mais par contre, on va se déplacer avec un jeune, donc par exemple un jeune petit renardeau, on va se déplacer sur une carte pour toujours essayer d'aller chercher des ressources, pour essayer de construire des choses pour les festivités. Là, ça va être de la collection, ça va être du déplacement, c'est de la gestion de main aussi, parce que on va avoir des amis avec nous. Et plus on a d'amis, plus on va pouvoir se permettre au fur et à mesure de la partie, parce que tout ça se joue en 5 ou 6 heures, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 5 heures. Et bien à chaque heure, en fait, on va faire des tours suivant notre main, suivant le nombre de personnages que l'on a dans notre main, parce qu'on a notre personnage de base, mais on va agrémenter avec des amis qu'on va aller recruter justement, et chaque ami nous permettra de faire un tour supplémentaire pour se déplacer. Par contre, il y a toujours l'équilibrage. Pour le prochain tour, effectivement, si vous avez 4 amis, que votre adversaire n'en a que 2, eh bien il aura 2 autres cartes qui lui permettront de flâner. Donc il se déplacera moins, mais il flânera et récupérera des ingrédients. Je trouve le jeu assez bien équilibré pour les parties que j'ai fait pour l'instant. Je le trouve peut-être plus accessible que Créature Confort. Toujours un peu trop long peut-être pour les jeunes joueurs, mais vraiment sympa et je trouve vraiment une autre philosophie. Donc je vais peut-être vous ouvrir en passant de vue du dessus pour que je vous montre le matériel parce que c'est quand même superbe. Hop. Donc Maple Valley avec un beau petit plateau. Hop. Donc je dirais qu'il faut une table presque plus grande en fait que dans Créature Confort parce qu'il y a encore plus de choses à installer. Vraiment. Parce qu'autant Créature Confort, il y avait beaucoup de choses qui étaient sur le plateau de joueurs, des joueurs, et bien là il y a des trucs à côté avec des piles à avoir à côté. Donc vous voyez, vous vous déplacez justement dans. Oui, désolé, hein, j'ai laissé une partie de Stranger Things qui m'attend, donc je ne peux pas tout dévoiler. Donc vous partez d'ici, vous allez vous balader à travers les chemins suivant vos choix, suivant vos amis, parce que vos amis sont de 3 types différents. Ils peuvent être de l'eau, de la forêt, ou ils peuvent être aussi des montagnes. Donc suivant l'ami que vous allez poser, eh bien vous ferez un déplacement suivant les pointillés et les couleurs de votre ami qui sont à privilégier. Des déplacements particuliers, des zones qui sont particulières avec justement 2 zones ici qui sont particulières qu'on tirera au sort au début, des festivités qui seront toujours différentes aussi pour
varier les parties. Toujours un matos superbe, comme je vous dis, rien que le plateau de jeu, il donne envie. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? Oula, ça c'est un petit peu mal déplacé à l'intérieur. Donc le livret de règles, le placement de tout ça. Alors, petite déception pour un truc, c'est que je trouve que oui, il y a un insert, mais par rapport à Créature Confort, eh ben, comme vous le voyez, ça se balade. Voilà, alors c'est dommage. Parce que, comme je vous ai dit, moi, c'est quand même l'intérêt, c'est d'avoir un bel insert pour être justement dans ma ludothèque. Donc un insert, ça se paye, parce que du coup on paye quand même le Kickstarter un petit peu pour ça. Et malgré tout, j'ai les pions qui se baladent. Pas grand chose, hein. Je pense qu'il va falloir que je rajoute, parce que c'est un peu étrange. On dirait qu'ils ont fait un insert dans lequel bah, il y a encore de la place. Il y a encore de la place, donc tout n'est pas calé. Alors, est-ce que c'est fait pour avoir des extensions en plus que je n'ai pas, parce que pourtant j'ai des extensions du Kickstarter, hein, vous voyez, j'ai une extension qui est ici. Mais il y a encore plein de place justement pour caler des cartes ici, des cartes au-dessus aussi. Donc vous voyez, ça se balade un petit peu, c'est un petit peu un regret que j'ai. C'est un petit peu dommage, bon à voir, hein, peut-être juste un petit carton supplémentaire et ça arrêtera de se balader. Sinon le reste, bah, pas de problème, hein, comme vous voyez, les ressources qui sont dans la petite boîte. Encore hop, des petits plateaux de joueurs encore en dessous, encore avec une place qui est vide, bah voilà, pour des cartes en plus. C'est un petit peu bizarre. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été débloquées pendant le Kickstarter? Ça m'étonnerait parce que vous savez toujours que de toute façon les stretch goals ils sont toujours prévus dès le début, hein, c'est calibré. Donc un peu surprenant, peut-être que c'est moi qui n'ai pas pris toutes les options, il y avait peut-être des cartes en plus à prendre. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais bon, je vais mettre une petite mousse et ce sera réglé. Ça arrêtera de se balader. Quand même du super matos, à part ce petit problème. Voilà, donc ça, je vous ferai une vidéo pour vous montrer Maple Valley. Ça me permettra de vous faire une différenciation entre Maple Valley et Créature Confort. Donc les deux qui sont ici. Alors déjà que Créature Confort, on l'adorait à la maison. Alors avec Maple Valley, et ben, c'est bien parti pour continuer. Hop, allez. Puis moi, effectivement, je suis un verticaliste. Je range à la verticale, donc ça aide pas les inserts. Hein, ça les aide pas, hein, forcément. Je voulais revenir sur Stranger Things, effectivement. Stranger Things, le monde à l'envers de Cool Mini Hornet. Un jeu que j'avais reçu il y a un petit moment maintenant et je vous ai pas encore présenté le jeu parce que je voulais attendre. J'avais pas eu trop l'occasion de jouer avec du monde. J'ai fait surtout du solo. L'occasion c'est toujours pas présentée. Donc je vais vous présenter les règles. Je vais vous donner mon avis. Et mon avis reste sur du solo principalement, même si on a une petite idée quand même du mode multijoueur. Mais je pense que de toute façon, ça ne va rien changer entre le solo et le multi. Vous allez voir, un jeu relativement simple dans les règles et justement qui se prête magnifiquement au solo. Donc je vous avais fait une petite vidéo d'explication. On regarde ça maintenant. Voici la mise en place pour la saison 1 de Stranger Things, le monde à l'envers. Pourquoi je dis pour la saison 1? Eh bien tout simplement, cette série qui est à plusieurs saisons, eh bien il y a aussi la saison 2 qui est prévue. Il suffira de retourner le plateau. Alors la saison 1, vous reconnaissez en haut Hawkins et ici le monde à l'envers. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est un peu une dimension parallèle. Voilà, tout simplement dans laquelle on retrouve aussi Hawkins, mais sous une forme un peu particulière. Pour la saison 2 de l'autre côté, tout simplement, il n'y aura pas le monde à l'envers, mais il y aura les racines, les souterrains. Voilà, j'en dis pas plus. Dans la saison 1, nous serons poursuivis par le démon Gorgon qui est ici, mais également par les agents du gouvernement avec les deux camionnettes qui sont ici. Dans la saison 2, ce sera remplacé par des démo-chiens. Voilà, alors des figurines de démo-chiens, il y en a 4 dans le jeu. Des démo-chiens qui pourront nous embêter pendant la saison 2. Qui sommes-nous dans le jeu? Eh bien, tout simplement, nous sommes le personnage principal de la série, sauf que nous ne serons pas 11. Oui, de base dans le jeu, 11, qui est une petite fille, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a des pouvoirs un peu particuliers, eh bien, 11, tout simplement, sera ici et servira de compteur dans une piste acte. Ça permettra de déclencher un nombre d'événements, on verra ça tout à l'heure, sachant qu'elle est jouable quand même si vous allez imprimer sa fiche qui a été prévue par Cool Mini Hornet sur son site. Mais bon, il y a un petit twist, il y a une petite différence sur le jeu. Je n'ai pas testé, je vous avoue. Vous allez voir ça parce qu'il y a les pouvoirs de 11 qui sont ici. Et donc, quand 11 est joué grâce à la fiche imprimée
de 11, et bien tout simplement, je crois que vous ne les utilisez plus, ces pouvoirs-là, donc ça change un petit peu le jeu. J'ai pas eu l'occasion de tester. Ici, j'ai choisi pour vous montrer Mike Wheeler et Nancy Wheeler. Ça va nous permettre de voir les fiches de personnages. Alors, dans les fiches de personnages, nous avons un lieu de départ. Mike est ici sur la maison des Wheeler, tandis que Nancy est à Main Street. Un nombre de déplacements minimum. Voilà, je dis minimum tout de suite parce qu'on va en parler après, on peut augmenter justement ce nombre de déplacements. C'est indiqué, c'est 1. Il n'y a qu'un seul personnage qui a plus de 1 en déplacement. Alors il y a 6 personnages et c'est Dustin qui a 2 en déplacement, c'est le seul. Chaque personnage également a des capacités spéciales, enfin a une capacité spéciale. Pour Mike par exemple, c'est qu'il peut effectuer une action et des 11, donc déclenche les pouvoirs de 11 quelque part, dans n'importe quel lieu ne comportant pas d'ennemis. Tandis que Nancy, elle, au début de son tour, elle pourra déplacer un ennemi de son choix vers un lieu adjacent. Donc ça peut être intéressant, c'est vraiment une autre philosophie. Donc 6 personnages jouables dès le début du jeu, sachant qu'il est écrit sur la boîte qu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs, mais moi je joue parfaitement en solo, il n'y a aucun problème, et même je vous dirais, vu le nombre d'actions que l'on fait quand on joue, on peut très bien jouer 4 personnages, hein, c'est pas le plus compliqué. Franchement, jouer en solo à ce jeu, il n'y a aucun souci, et c'est parfait. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a une piste de peur ici avec un petit cube, donc on débute ici à 0. Et vous doutez bien que si vous arrivez justement sur la case avec la croix, donc terrifié, eh bien vous perdez la partie tout simplement. On peut avoir pour chaque personnage 2 objets au maximum. Petite chose qui est un peu particulière, je ne m'attendais pas à ça. Les objets, en fait, on ne peut pas se les passer. On ne peut pas se les passer, donc on ne peut pas utiliser les objets des autres, même si on est sur la même case. C'est quelque chose d'un peu particulier. Tout comme par exemple, il y a des objets. Les objets, on ne les enlève pas quand on les utilise. Donc par exemple, on peut avoir des gaufres. Les gaufres, je crois que ça permet d'aider 11. Et bien en fait, quand on les utilise, on ne les consomme pas. Voilà. C'est un petit peu particulier. Il y a des raccourcis qui ont été faits, mais ça favorise le gameplay. Et l'équilibrage, je trouve ça pas mal quand même. Une fois qu'on a testé, qu'on a regardé l'équilibrage, c'est quand même pas mal. Par contre, on pourra être suivi par des alliés autant que l'on veut. Et oui, comme vous le voyez ici, j'ai eu au hasard dès le début de la mise en place 2 alliés qui sont ici, qui ont chacun un pouvoir passif. Donc si j'arrive à les avoir avec moi à ma cause, et bien tout simplement ils vont m'apporter des petites choses particulières. Par exemple, Scott Clark, au début de votre tour, chaque personnage peut révéler un pion. Voilà, vous voyez, il y a des pions qui sont cachés. Soit d'une pile de son lieu, soit d'un ennemi présent sur son lieu. Et oui, parce que les ennemis, en fait, ils ont des piles. Voilà, vous voyez le Démogorgon ici, il a 4 piles. Les hommes de main ici, les hommes du gouvernement, ils ont une pile. Donc là, forcément, qui est découverte en début de partie. Hein, tout ce qu'il y a sous Hawkins, on découvre le premier pion. C'est pour ça qu'ils sont déjà découverts. Mais au fur et à mesure de la partie, ça peut être intéressant justement de pouvoir justement découvrir ces pions. On y reviendra tout à l'heure. Parce que vous allez voir, ce jeu, en fait, ça va être des paris. Des paris sur des actions que l'on va faire à chaque fois pour débloquer des choses. Par exemple, pour recruter un allié, il va falloir faire un test avec une pile, sauver Will, parce que c'est le but du jeu quand même de sauver Will. Si vous sauvez Will, vous avez gagné la partie dans la saison 1. Dans la saison 2, c'est sauver Will, puis fermer la faille. Donc à chaque fois, vous voyez qu'il y a des piles. Ça va être des tests de compétences. Donc connaître déjà les chiffres qui sont au-dessus, ça nous permet de jouer un petit peu sur les statistiques et justement de savoir combien on va pouvoir parier sur ces piles. On va y revenir ensuite. Ici j'ai Barbara par exemple. Si vous êtes censé devenir terrifié, donc c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, retirez Barbara du jeu, vous la sacrifiez quelque part et réinitialisez votre piste de peur à la place. Donc toujours intéressant. Alors pour vous expliquer un petit peu le reste, je préfère vous faire quelques tours de jeu pour qu'on en parle. Vous voyez, il y a tous les emplacements connus du jeu, enfin de la série. Donc on a la maison des Byers, on a Château Byers qui est ici, on a Main Street, on a le collège, mais du côté justement du monde à l'envers. On a le laboratoire ici, côté monde à l'envers, et mon laboratoire côté normal. Le Château Byers côté monde à l'envers. Donc voilà, que du connu, le collège, le poste de police, et chaque endroit a une action particulière que l'on peut faire dessus. Donc vous voyez par exemple la décharge, on peut faire se calmer. Se calmer,
+2, ça va nous permettre d'avoir un petit bonus, le +2, et bien se calmer, ça va permettre de baisser la piste de peur, justement pour éviter d'être terrifié. Mais également, on peut quand même obtenir un objet à cet endroit-là. Pour le poste de police, c'est collecter des informations. C'est un peu logique, hein, dans le fluff, c'est collecter des informations grâce au poste de police. Collecter des informations, ça permettra justement de connaître certains pions, les pions du dessus, pour pouvoir anticiper. Ici, nous avons ici et ici, justement, aider 11. C'est le laboratoire ici. La maison des Wheeler ici, c'est thématique par rapport à la série pour ceux qui connaissent. Et justement, ça va permettre de débloquer les pouvoirs de 11 qui vont bien nous aider. Donc par exemple, l'amitié, réinitialiser la piste de peur de 2 personnages, télékinésie, défausser 2 piles démogorgon. Et oui, les piles démogorgon, on y reviendra tout à l'heure. Quand on fera un combat contre le démogorgon, on prendra une de ces piles-là pour résoudre notre test, justement. Explosion psionique, retirer une patrouille du jeu. Très pratique. Allez hop, au revoir la patrouille. Donc voilà, des pouvoirs qui sont assez intéressants à avoir. Donc il va falloir se déplacer au fur et à mesure, essayer de s'améliorer, améliorer un petit peu les choses. Vous voyez, il y a ici, je n'ai pas mis de piles, justement parce que je voulais vous montrer. Et c'est une des choses qu'on peut ne pas connaître ou ne pas inventer effectivement quand on ne connaît pas la série. Tout simplement, vous voyez le laboratoire, à chaque fois qu'on aura gagné un test sur une pile du laboratoire, et bien tout simplement, il y a un événement qui se fera en moins par rapport à nos actions. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais vous voyez, c'était un exemple pour vous montrer des petites choses que si on ne connaît pas la série, c'est des choses où on se dit mais pourquoi je vais au laboratoire? Et ça, si on n'a pas épluché le bouquin de fond en comble, si vous avez des amis qui débarquent, s'ils ne connaissent pas la série, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi aller au laboratoire? Voilà. S'ils ne connaissent pas la série, pourquoi aller au laboratoire? Il va bien falloir leur expliquer tout ça. Et bien c'est tout simplement pour avoir des connaissances en plus, pour éviter certains événements. Donc voilà, c'est des choses qui, pour moi, aux premières parties, sont pas forcément naturelles, qu'on découvre au fur et à mesure si on n'a pas vraiment été bien drivé dans le jeu. Moi, c'est mon avis. Allez, on va faire des petits tours comme ça, vous allez voir comment ça se passe. On va commencer avec Mike. Alors Mike Wheeler, qu'est-ce qu'il a? Il a des cartes actions ici. À quoi vont nous servir ces cartes? Eh bien tout simplement, vous voyez, il y a des cartes avec des symboles particuliers. Je vais vous en mettre en incrustation de toute façon dans l'écran. Il y a des cartes par exemple avec juste un chiffre. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement que cette carte, je vais pouvoir l'utiliser. Elle va me donner une action de 1 point. Nous avons également des cartes avec un Talkie-Walkie. Donc cette carte par exemple a un 2, donc elle me permettra de faire 2 actions, 2 points d'action, mais en plus un Talkie-Walkie, si j'ai mon personnage avec un autre personnage, justement, on va être en symbiose parce qu'on est grâce au Talkie-Walkie, c'est une action d'amis, et donc avec le 2, plus un Talkie-Walkie, ça me fera 3, parce que j'ai mon ami avec moi qui va m'aider. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Oui, parce que Talkie-Walkie, pareil, hein, si vous ne connaissez pas la série, c'est quand même un élément assez intéressant de la série. C'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. Et c'est vrai que si vous ne connaissez pas la série, vous vous dites, bah, un Talkie-Walkie, pourquoi la personne doit être à côté de moi alors que j'ai un Talkie-Walkie? Bah, c'est simplement parce que ça représente l'amitié en fait. C'est pas autre chose, hein. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, on a des petits symboles ici. Vous voyez, un symbole d'alerte, de danger. Et justement, quand vous allez jouer ces cartes-là, ce symbole d'alerte, eh bien, on pourra en ignorer un à chaque fois qu'on retirera une pile du laboratoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça s'invente pas. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, tout à l'heure, je vous ai dit que je pouvais me déplacer de 1 avec Mike Wheeler. Oui, mais je peux faire plus. Parce que justement, toutes ces cartes actions à chaque fois, eh bien, avec ces numéros d'action, eh bien, vont pouvoir me permettre d'améliorer justement les actions que je vais entreprendre. Donc si je veux me déplacer par exemple pour aller directement à la maison des Byers pour aller recruter un allié, ce que je pourrais faire, eh ben voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une carte avec 2, vous voyez, hop, donc je vais la placer ici pour l'instant hein, pour que vous voyez bien à la caméra. Je fais un 2, donc un déplacement plus 2, je fais 3, je fais 1, 2, 3. Voilà, un principe tout bête. Je le garde sous la main pour le moment, je ne le mets pas encore dans la défausse. Maintenant que je me suis déplacé, j'ai le droit de faire une action. Alors mon action ici, je pourrais recruter un allié ou alors obtenir un objet. Si j'étais arrivé ici et que je m'étais retrouvé sur une carte avec un endroit avec les ennemis, j'aurais dû les combattre. Ou de même, si j'avais voulu venir jusqu'ici en passant par là, eh bien j'aurais été stoppé tout de suite par la patrouille. Donc chose à se rappeler. Là, comment ça va se passer? Eh bien, de toute façon, tout à l'heure, je vous ai parlé des piles. Les piles, en fait, ça va être des paris, quelque part, parce que je me retrouve donc avec, je vais essayer de recruter un allié, par exemple. Cet allié, Scott Clark.
Scott Clark. Vous voyez, je l'ai mis en place avec justement une pile de 2. La première est découverte. Donc j'ai un 3. Ces piles-là, ce sont des pions qui ont des valeurs de 0 à 5. Et il va falloir que je mise justement des points d'action ici pour justement essayer de battre la somme de cette pile. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 pour l'instant. Vous voyez, j'avais déjà un 2, mais ça, c'était pour l'action de déplacement. Je mise 3. Alors, 3, je ne vais pas y arriver. Je vais miser un 2 de plus. Allez, je mise 5. Et ça, je vais le mettre de côté. Je vous rappelle, hein, j'ai un petit panneau d'avertissement ici. On y reviendra tout à l'heure. Donc, j'ai essayé 5. On va voir. La pile était à combien? La pile était à 6. Donc, je ne la bats pas. Si je l'avais battue, eh bien, j'aurais simplement défaussé ces pions-là. Et Scott Clark serait venu avec moi. Il aurait été un de mes alliés. Ce n'est pas le cas, donc je le laisse ici. J'ai fait un 5, ce n'a pas suffi. J'ai 2 pions à 3. Ce que je vais faire, c'est que je les mélange. Voilà, hein, donc 3 et 3, hein, vous doutez bien que j'ai beau les mélanger, ça ne change rien. J'en retire un, ce qui fait que ici, pour la prochaine fois que je viendrai justement recruter un allié, eh bien tout simplement, il n'y aura plus qu'un pion. Réussite automatique si justement il n'y a qu'un seul pion. Sauf que on peut perdre on peut gagner de la peur. Pourquoi? Eh bien j'avais 6 ici et moi j'avais parié 5. Vous vous rappelez 6 et moi j'avais parié 5. Eh bien tout simplement je prends la différence en peur parce que j'ai raté mon défi quelque part, mon pari. Donc je viens de prendre 1 sur la piste de peur. Et c'est la même chose pour toutes les choses. Voilà, toutes les actions que vous pouvez faire quasiment. Il y a justement cette petite contrainte de pari. Et est-ce que vous allez réussir, oui ou non? Alors il y a forcément quelques petites actions où vous n'allez pas faire ces paris. C'est par exemple se calmer. Se calmer, c'est simplement le chiffre en action. Bon là en plus c'est un se calmer plus 2. Vous mettez 5 par exemple en action. Vous vous calmez pour 5. Donc vous retirez 5 de votre piste de peur plus 2 parce que c'est se calmer plus 2. Voilà, il y a un se calmer classique ici. Donc voilà, c'est le principe dans le jeu. À chaque endroit où il y a des piles, ça va être des tests comme ça à effectuer. Donc je viens de faire mon action. Voilà. Si Scott avait été avec moi, j'aurais retiré toute la pile. J'aurais tiré un autre personnage qui est dédié à la saison 1. Oui, ce sont que des personnages de saison 1. J'aurais retourné ici à la place de Scott Clark. Je me serais retrouvé avec Benny Hammond. Et j'aurais tiré 2 pions que j'aurais mis ici au hasard, face cachée. Voilà, tout simplement, pour continuer la partie avec la possibilité d'avoir d'autres alliés. Là, je viens de jouer, je viens de faire mon déplacement, mon action. Je récupère 4 cartes parce que je viens d'en utiliser 4 pour en avoir toujours 5 à la fin de mon tour. Et comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, maintenant, je devrais regarder les événements. Alors, il y a des événements pour la saison 1 et la saison 2. Comment ça se passe? Tout simplement, ici, nous sommes sur l'acte, voilà, sur la piste d'acte avec 11. Eh bien, je me retrouve avec un pioché 1. Donc, je retire une carte de la saison 1, une carte scène, pour regarder ce qui se passe. C'est un événement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une odeur de sang. Déplacez le démon Gorgon sur votre lieu. Donc, il était là, il débarque ici. Voilà. Ensuite, chaque personnage se trouvant sur votre lieu reçoit une peur. Hop, je le défausse. Est-ce que c'est fini? Eh bien non. Vous avez remarqué tout à l'heure que j'ai utilisé des cartes avec justement ce symbole d'interdiction. Ah, je vois que ça brille un peu à la caméra. Hop, le petit symbole, voilà, le symbole rouge qui dit qu'il y a un petit panneau d'avertissement, un petit panneau ici. Eh bien, c'est pour ça que je ne les ai pas rangés tout de suite, je ne les ai pas mis dans la défausse. Tout simplement, ce panneau fait que je récupère une carte événement supplémentaire. D'où l'intérêt justement de retirer les pions comme tout à l'heure je vous ai dit, parce que ça me permet d'en ignorer. Voilà, à chaque fois que je vais retirer une pile du laboratoire, et bien tout simplement ça me permettra d'ignorer des symboles comme ça pour ne pas cumuler trop d'événements dus à mes cartes actions que j'aurais utilisées. Voilà, ça peut être un intérêt. Donc qu'est-ce que j'ai? Ça me permet de vous montrer une autre scène justement. Le démo Gorgon se nourrit, créer une pile de 2, une pile de 2 pions sur un emplacement démon gorgon vide. Si les 8 emplacements sont occupés, chaque personnage reçoit une peur à la place. Donc, important. Ces piles-là de démon gorgon, en fait, ce sera quand on combattra le démon gorgon. Donc là, à mon prochain tour, je peux choisir de rester pour le combattre. Je serai obligé de le combattre. Ou sinon, je pourrais le fuir. Tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Eh bien, on va passer à Nancy Wheeler. Nancy Wheeler, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle est ici. Elle va essayer d'obtenir un objet plus 2. Donc, ce qui va se passer, oui, parce que j'ai pas envie de me déplacer.
Ah, très bien, j'ai un 3 là, ça peut être intéressant. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais parier un 3. Donc, je vais parier un 3. C'est pas un pari quand on prend des objets, mais c'est simplement le... Ah, j'ai oublié de retirer ça, excusez-moi. Voilà, c'est simplement le nombre d'objets que l'on va pouvoir piocher dans la pile. Vous avez une pile d'objets ici qui comporte ben, des gaufres, radiocassettes, trousses de secours, bas de clouté, encas, dessin d'huile, lampe torche, lance-pierre, plein de choses ici. Eh bien tout simplement, là j'ai choisi de parier, enfin de mettre 3 en action, plus 2 parce que c'est obtenir un objet plus 2, donc ça me fait 5. Je prends 5 cartes. Alors 5 cartes, ça ne me permet pas de prendre 5 cartes et de les garder pour avoir 5 objets. De toute façon, le max est à 2. Mais tout simplement, je vais pouvoir avoir un plus grand choix pour choisir un objet que je vais avoir avec moi. Donc le 3, c'était peut-être un petit peu trop, un petit peu beaucoup, mais ça me permet tout de suite d'orienter mon personnage, par exemple avec appareil photo, plus 3 pour fouiller le laboratoire. Ça peut être intéressant, on va y revenir tout à l'heure. En fait, c'est des bonus. Quand on fait nos paris sur des piles, eh bien on augmente ce pari des bonus que l'on a grâce aux objets. C'est tout l'intérêt des objets. Les objets, je les remélange tous. Voilà. Ce qui fait que la prochaine fois, quand je vais dans le laboratoire, effectivement, je peux orienter Nancy Wheelers en spécialiste de fouille dans le laboratoire, ce qui fait qu'elle aura 3 en bonus à chaque fois qu'elle fera l'action de fouille contre une des piles. Donc ça peut être hyper intéressant parce qu'elle aura moins de chances pour récupérer de la peur si elle rate, si elle devait rater justement ce jet, ce pari. Elle aura plus de chances de réussir, elle perdra moins de peur. Donc ça peut être hyper intéressant justement d'orienter des personnages au fur et à mesure de la partie. Par exemple, d'orienter un personnage pour pour s'occuper tout de suite des laboratoires, pour permettre, en s'occupant tout de suite des laboratoires, d'éviter justement les symboles ici, pour essayer qu'ils soient le plus caduques possible et pour pouvoir faire des paris de plus en plus. Parce que quand on se retrouve avec justement dans nos 5 cartes qui ont justement le symbole d'interdiction, enfin le symbole d'événement, eh ben, on hésite souvent à les utiliser pour faire des grosses actions, hein. Donc voilà. Donc, je reste ici, je n'avais pas bougé, donc pas de déplacement, j'ai fait mon action. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, un événement. Un seul, oui, parce que je n'ai pas utilisé d'action, de carte action avec le symbole pour les événements. Je me retrouve avec, ils sont partout, déplacez la patrouille la plus proche de 2 lieux vers vous. Alors, 1, 2, ouh, 1, 2. Ah non, c'était la patrouille la plus proche. Bon, bah, une seule des deux, alors. Voilà, parce qu'il y a aussi des cartes équivalences, mais c'est toutes les... C'est les deux patrouilles, hein, c'est pour ça. Ensuite, si au moins une patrouille est présente sur votre lieu, défausser les 3 cartes du sommet du paquet action. S'il reste moins de cartes, défausser le reste du paquet. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce paquet action, ça va être un petit peu notre compteur vers la fin de la partie. Vous voyez, je défausse 3 cartes ici. Et quand nous n'avons plus de cartes action ici, on remélange, on remélange la défausse pour la mettre en place. Et on augmente 11 sur la piste d'acte. Donc ça fait qu'à la fin de chaque tour de joueur, au lieu de tirer minimum une carte pour les événements, les scènes, eh ben on en tirera 2, puis 3. Et la dernière fois où on devra remuer le paquet, mais que 11 est déjà sur la piste acte, donc on devrait la mettre sur la piste 4, sur le 4, justement sur la piste acte, et vu qu'il n'y a pas de 4, on aura perdu la partie parce qu'on ne sera pas allé assez vite pour sauver notre petit ami Will. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré d'autre? On va refaire un ou deux tours pour voir d'autres possibilités et c'est tout. Alors Mike, de toute façon il est sûr, avec le démon Gorgon je vais pas l'attaquer. Le démon Gorgon de toute façon ne peut pas mourir, non. Ce qui se passe avec le démon Gorgon, donc c'est que si on devait faire une attaque, on ferait un pari justement contre une des piles du démon Gorgon. Donc c'est des piles de 4 à la base. D'ailleurs, que je vous montre ici, vous voyez les piles de base sur pour la partie, il y a les chiffres qui sont déjà inscrits, sauf que là je venais de rajouter une pile où il y a juste un 2, donc théoriquement c'est plus simple. Donc ce devrait être un pari pour justement battre une des piles du Démogorgon. Si je battais le Démogorgon, en fait, je le retirerais de cet endroit-là, je le mettrais ailleurs, tout simplement. De même, il y a des piles spéciales, c'est les piles Sauver Will. Je vous en ai pas parlé, donc je vous ai dit tout à l'heure que dans les pions, ça allait de 0 à 5. Sauf pour 5 pions qui sont en début de partie et qu'on doit mélanger avec les pions Sauver Will. C'est les pions, voilà j'en ai un ici, il y a 5 pions Démon Gorgon. En fait, leur valeur, les pions démon Gorgon, quand on va faire le combat pour essayer de sauver Will, le pari, et bien tout simplement, ce pari-là, chaque pion démon Gorgon compte pour le nombre de piles démon Gorgon qu'on a ici. D'où l'intérêt d'en avoir le moins possible.
Et parfois, donc, pour ne pas avoir des chiffres trop forts sur les pions démogorgons, parce qu'on sait que dans ces 3 emplacements ont été mis en tout 5 pions démogorgons, et bien justement, vaincre le démogorgon, ça peut permettre parfois de retirer des piles. Ça peut être intéressant justement pour baisser ses valeurs, parce que c'est quand même la finalité du jeu, essayer de sauver Will. Voilà. Alors non, je vais pas faire ça parce que Mike Wheeler, de toute façon, il est pas très fort pour l'instant. Où est-ce que j'ai mis mes cartes actions d'ailleurs? Elles sont ici. J'ai pas les cartes actions, j'ai du 2, du 1, du 2, du 3 encore. Et du 2, non, je vais pas faire ça avec le Démogorgon. Je vais pas aller pour me battre contre lui. Ce que je vais faire, c'est... je vais peut-être aller juste obtenir un objet, ou bof, et pour le test, hein, aller sauver Will. Allez, avec un... Voilà, donc je vais faire 1-1. Voilà, ça je l'ai joué tout à l'heure. Je fais un 1 plus 1 parce que j'avais déjà 1 en déplacement. Je me retrouve ici. Je tiens à signaler aussi quand vous êtes dans le monde à l'envers, regardez, à chaque fois que vous traversez les routes du mur à l'envers, sauf celle-ci, laboratoire vers maison des Bayers, eh bien, vous recevez une perte. Donc ça peut être important parfois d'essayer de faire toute une partie justement au-dessus, essayer de débloquer des bonus et venir vraiment dans le monde à l'envers une fois qu'on est un peu près. Hein, vraiment, ça se prépare. Donc là, je suis venu ici, je vais essayer de sauver Will, voilà, c'est histoire de vous expliquer. Vous voyez, j'ai une pile de 4. En plus, il n'y a pas de surprise parce qu'on a vu qu'il y avait des pions démons gorgons. Donc moi, ce que je pourrais faire, par exemple, hein, pour tester, voilà, je fais un 3 et un 2. Je me tente aussi un 2 de plus. Allez, je me dis, quand même, ça fait 7. Combien il y a ici? Ça me permet de vous montrer. Il y a un 2. Il y a un démon gorgon avec 5. Voilà, donc ça fait 7 déjà. 7 et 5 encore. Voilà, on se retrouve à 12. 12 et 2, 14. Voilà, donc j'ai fait le truc complètement absurde parce qu'au début, on n'y va pas. Hein. De toute façon, sauver Will. Mais vous voyez, j'ai un 14. J'ai mis uniquement 7, donc du coup la différence ça fait que normalement je devrais me prendre 7 peurs. Donc vous voyez un peu le système de jeu. Voilà, alors je vais pas aller plus loin de toute façon dans la partie parce que de toute façon je pense qu'on a fait le tour. C'est quand même un principe hyper simple, les règles sont assez simples dans le jeu, faut pas aller au casse-pipe tout de suite. C'est un jeu qui est relativement difficile si vous y allez la fleur au fusil. Les premières parties, je me suis quand même bien cassé la tête, je me suis bien cassé le bec, parce que justement, je pensais ce jeu beaucoup plus simple. Non, il faut prendre son temps. Il faut vraiment prendre son temps, sachant qu'effectivement, le temps est contre nous avec les actions, mais la pile action quand même est relativement grosse. Donc, on ne passe pas d'un acte à un autre trop rapidement. Donc, il faut prendre son temps, essayer de s'améliorer, essayer de recruter justement des amis qui sont ici. Voilà, donc les amis de la saison 1, Karen Wheeler, Steve Harrington, Jonathan Byers, très important, moi j'aime bien Jonathan Byers parce qu'il compte comme un personnage se trouvant sur votre lieu. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que du coup, bah, toutes les cartes avec le Talkie-Walkie eh ben, vous rapporteront un point de plus. Donc hyper intéressant Jonathan Byers, je trouve. De même, l'agent Powell qui permet d'ignorer un symbole, justement, un symbole comme ça, pendant votre tour. Toujours intéressant. De même, Benny Hammond qui permet au début de votre tour, vous pouvez retirer Benny du jeu pour activer n'importe quel pouvoir de 11. C'est n'importe quel pouvoir de 11 non utilisé. Donc c'est quand même génial. Alors, mon avis, maintenant que l'on a fait le tour, eh bien, je suis mitigé. Oui, mitigé car j'adore le jeu, ayant adoré la série, je suis à fond dedans, ses thématiques, les actions possibles, et D11 avec ses pouvoirs, les alliés, on se prend au jeu pour vraiment se créer une histoire qui colle à la série. Le matériel est de bonne qualité, je trouve, de petites figurines sympathiques et un beau plateau recto-verso. Le jeu n'est pas trop simple, il va falloir vraiment monter en puissance en recrutant des alliés, adapter nos personnages pour se mettre d'accord pour les objectifs, en optimisant avec les objets. Mais là où je suis un peu hésitant, c'est pour recommander le jeu. J'ai adoré, mais je connais l'histoire. Tout me paraît finalement logique dans les actions enchaînées. Lorsque j'ai reçu le jeu, ce n'était pas le cas. Je n'avais que débuté la série que je m'étais mise de côté. Maintenant que je la connais bien, je suis emballé, alors un jeu qui semble vraiment être pour les fans. De plus, c'est un vrai jeu dans lequel on va devoir se coordonner, donc un bon point, mais qui implique que tous les joueurs soient sur la même longueur d'onde. Un joueur un peu à côté de la plaque risque de bien vous handicaper. La rejouabilité avec les deux saisons, deux côtés de plateau pour des objectifs et ennemis différents, des événements différents, des alliés différents, mais je pense malgré tout que sur la longueur, le jeu ne vous apportera plus de challenge une fois que vous serez rodé.
C'est à voir, car beaucoup d'aléatoires avec les actions et les tests à effectuer, les pions de 0 à 5, imaginez à la mise en place l'amplitude possible de difficulté pour les tests, notamment pour certaines piles de 4 pions. Cela reste un jeu que j'apprécie, mais est-ce le côté fan qui parle? Et voilà, c'était mon avis sur Stranger Things. Donc effectivement, moi qui ne connaissais pas beaucoup la série, qui avait juste commencé, j'étais un petit peu déçu au début quand j'ai joué au jeu. Et petit à petit, bah maintenant, grâce à mon Covid, maintenant que j'ai rattrapé justement les 2 premières saisons, et bah, je vous dis que moi j'accroche bien au jeu. Donc vraiment un jeu pour les fans. Si vous n'aimez pas forcément la série, passez votre chemin, c'est peut-être pas utile, il y a plein d'autres jeux. À vous de vous faire un avis. Et je vous prépare une vidéo justement. Elle est mise en place la partie pour justement jouer avec la saison 2. Donc je vous proposerai ça peut-être la semaine prochaine ou pendant les vacances de Noël. Vous verrez ça pour avoir une petite expérience un petit peu live. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Dites-moi à quoi vous avez joué. Qu'est-ce que vous attendez sous votre sapin? Et oui, bande de coquins, vous êtes comme moi, hein, vous attendez des jeux, hein, je le sais, on en a déjà beaucoup, hein. Ouais, oui, oui, c'est mal. Merci Papa Noël. En avance. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.